Bonjour, je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire. Alors, on n'est pas encore le nombre escompté puisque il y a une centaine d'inscrits. On est complet pour ce webinaire. Donc, quelle stratégie de développement numérique pour les entreprises en 2021? Je suis très content de vous accueillir. Je suis Cyril Marchal, chef de projet ADN Bretagne. On est le jeudi 10 décembre et c'est super. Alors, pour aujourd'hui, on s'est dit, c'est la fin d'année, on va quand même mettre un peu les moyens. Et donc, du coup, on s'est dit, on va essayer d'interviewer quelqu'un un concurrent, un skipper du Vendée Globe. Et donc, on n'a pas réussi à le faire en direct. Donc, cette personne a bien voulu enregistrer cette vidéo. Donc là, c'est vraiment une grosse exclue de fin d'année. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous reprends dans une minute. Bonjour tout le monde, bonjour Cyril. Je suis actuellement en tête du Vendée Globe à bord de mon magnifique IMOCA Transfo Digital. Les conditions ont été plutôt dures depuis le départ et là, depuis qu'on est arrivé au poteau noir, on a un petit peu de répit. Alors, j'ai suivi le routage du schéma directeur 2020-2023. Il faut que je fasse attention par contre aux ovnis, des pas de réseau, des cyberattaques. C'est vraiment c'est compliqué quoi. Depuis le départ c'est pas simple. Mais bon, j'avance plutôt bien. J'ai juste un petit problème technique qui me pénalise depuis le départ. C'est notamment je traîne mon vieux Legacy. Là, ouais, ça, je traîne mon vieux Legacy là, ça me pénalise quand même pas mal depuis le départ ce truc là. J'arrive pas à m'en débarrasser, c'est compliqué pour m'en débarrasser, mais bon, j'avance quand même plutôt pas trop mal quoi. Ah, excusez-moi, j'ai un double appel, excusez-moi. Allô? Allô? Ah, c'est mon patron. Allô patron, ouais? Comment ça, on change de cap, on n'accoste plus au Sable d'Olonne? Ok, très bien, je mets le cap sur Clermont-Ferrand. Au revoir. C'est comme ça tout le temps, on est sans arrêt obligé de s'adapter à notre destination finale. Pour le coup, je suis quitte à équiper mon bateau avec des roues. Bon. Bah alors Cyril, on le démarre ce webinaire? Alors, on va commencer déjà par remercier Cyril et Bernard pour cette super introduction qui sent bon les embruns. Vous savez que chez ADN Ouest, on aime bien savoir ce qui se passe un petit peu ailleurs autour de nous. Donc, en préparant ce webinaire avec Romain, on s'est dit que ce serait assez sympa d'aller voir ce qui se passait au niveau mondial en ce moment, au niveau du numérique. Alors forcément, on a commencé à demander à Cyril de nous valider le budget pour un billet Air France Tour du Monde. Et là, il nous a répondu non, c'est pas RSE, c'est pas Covid compliant et de toute façon, vous êtes confinés. Alors, on était un peu déçus, forcément, mais comme on avait bien bossé sur notre PCA, donc notre plan de continuité d'activité, on avait forcément un plan B. Donc, du coup, on s'est tourné vers Bernard. On lui a demandé s'il ne pouvait pas nous emmener sur son bateau, puisqu'il a son super bateau sur le Vendée Globe. Et là, Bernard, très réactif, nous a répondu par mail. Alors, attendez, je reprends le mail de Bernard. Il nous a dit « Non, désolé, le Vendée Globe, c'est tout seul. Et puis, en plus, vous êtes vraiment trop lourd. » Alors, on s'est demandé avec Romain ce qu'il voulait dire par vraiment trop lourd, mais bon, dès qu'il est rentré, on lui met un Meet, un Zoom, quelque chose, enfin, on va éclaircir tout ça, quoi. Toutefois, comme on n'avait pas dit notre dernier mot, évidemment, on s'est créé avec Romain un super espace collaboratif, on a fait plein d'ateliers d'idéation dans tous les sens et on a trouvé la solution pour voir ce qui se passait ailleurs. On s'est dit qu'on allait regarder sur Internet. Voilà, vive les outils numériques. Donc, on a trouvé quoi? On a regardé pas mal de choses et on a trouvé pas mal d'infos intéressantes. La première sur les budgets informatiques au niveau mondial en 2020. Donc, on partait en début d'année 2020 avec des prévisions plutôt de croissance pour les investissements IT, à peu près 3,4% de croissance prévue par Gartner, par exemple. Bien évidemment, fin 2020, on se retrouve avec des chiffres légèrement différents. Donc, les études nous prédisent plutôt des dépenses informatiques à la baisse, alors entre 5 et 8% en fonction des instituts, Gartner, Forrester. Avec quand même des secteurs IT qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, comme le cloud public, avec des dépenses qui devraient augmenter 19% sur cette année. Et tout ce qui est téléphonie, messagerie cloud, et qui là vont aussi fortement augmenter avec toute la généralisation du travail distanciel.
Autre point important, par contre, au niveau de ces études, elles se rejoignent aussi pour prédire un rebond dès 2021 des investissements informatiques, donc retour à la hausse, potentiellement jusqu'à 4% d'augmentation des budgets, donc dès 2021, principalement sur une orientation logiciel d'entreprise et data center. Et en Europe, Gartner nous prédit une hausse de 2,8%. Une autre info intéressante qu'on a sélectionnée, c'est l'indice de confiance des dirigeants des grandes sociétés mondiales dans leurs directeurs du numérique. Cet indice de confiance, il aurait bondi de 17% en 2020. Aujourd'hui, ce sont donc 84% des dirigeants qui considèrent leur directeur du numérique comme un allié et un partenaire de premier plan pour le développement de leur entreprise. La crise a donc été un véritable accélérateur de la reconnaissance de la capacité des dirigeants numériques à gérer la résilience au sein de l'entreprise. Donc, félicitations à tous les DSI, directeurs de la transfo digitale, directeurs du marketing innovation qui nous écoutent ce matin. Vous êtes tous des super-héros. Voilà. Alors, on a regardé un petit peu ce qui s'est passé dans le monde, mais le monde, c'est bien, la Bretagne, c'est mieux. Donc, en pleine période de bouclage budgétaire et des plans projets 2021, on a la chance d'avoir parmi nous 3 dirigeants numériques bretons. Donc, Caroline Guivarch, qui est directrice du marketing, du développement et de l'innovation chez Jean Enaf. Baptiste Lecause, directeur général adjoint en charge du numérique au sein du CIB. Et Jérôme Champenois, directeur des systèmes d'information et de l'innovation chez Keolis. Ils ont tous les 3 accepté de partager leur expérience de 2020 et de nous expliquer comment ils se projettent sur 2021 et pourquoi pas au-delà. Nous allons donc commencer avec Caroline et le groupe Enaf. Caroline, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Caroline. Alors, je fais un petit résumé, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, vous n'hésitez pas à me couper. Donc, après une formation plutôt orientée gestion marketing, vous avez débuté votre carrière dans le secteur agroalimentaire il y a à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Okay. Et vous êtes aujourd'hui donc directrice RMDI, donc pour recherche, marketing, développement et innovation chez Enaf depuis un peu plus de 4 ans. Vous avez en charge donc différentes équipes, les équipes marketing communication, les équipes R&D innovation produits, la chaîne de magasins d'épicerie fine Enaf & Co, qui est présente aujourd'hui avec 4 boutiques en Bretagne, dont une à la gare de Rennes, je crois, et l'activité d'e-commerce. C'est bien ça? D'accord. Vous êtes également membre du COMEX et du CODIR. Enaf aujourd'hui, c'est 280 collaborateurs qui se répartissent entre des activités historiques, donc pour faire simple, l'alimentaire dit tartinable, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Notamment, oui, on a une gamme diversifiée de produits, dont des produits tartinables, que ce soit des produits à base de viande, de poisson ou de légumes. D'accord. Et puis des activités un peu plus récentes issues pour partie de croissance externe, comme tout ce qui est alimentaire à base d'algues et la charcuterie artisanale. Tout à fait. On a fait l'acquisition de 2 entreprises il y a 3 ans, toutes les 2 pionnières dans leur secteur, à savoir dans les algues alimentaires bretonnes et dans la charcuterie bio artisanale. D'accord. Donc, avant de passer le relais à Romain, qui a plein de questions forcément à vous poser, je crois que vous nous avez préparé une petite présentation de quelques minutes pour nous dire où en est Enaf aujourd'hui dans son plan de transformation numérique. C'est bien ça? Alors, je vous laisse la main. Je vais partager l'écran. Vous me dites lorsque vous voyez la présentation. Ça démarre. C'est bon pour nous. On y est, on vous écoute. Ok, parfait. Donc effectivement, je vais tâcher de vous montrer comment le groupe Jean Enaf, qui est un groupe centenaire créé en 1907, comment le groupe Jean Enaf s'est digitalisé. Et ce qui est intéressant sur ce slide, c'est de voir effectivement le contraste entre la façon dont on produisait à l'époque de Jean Enaf, donc à savoir au début du XXe siècle, et puis l'époque actuelle où on a été récemment primé dans la catégorie intelligence artificielle dans le cadre des chrysalides numériques. Donc en fait, je vais essayer de m'appuyer sur des cas très concrets, l'idée étant d'illustrer la digitalisation de l'entreprise en s'appuyant sur des exemples que j'ai essayé de prendre à différents endroits de l'entreprise, parce que l'intérêt, c'est de montrer que la digitalisation, aujourd'hui, elle est partout et que ce n'est pas que l'affaire de la DSI ou du service de la communication. Donc le numérique, mais je pense que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est une véritable révolution, une véritable lame de fond. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pris le sujet en interne chez Jean Enaf. Et cette transformation numérique, chez nous, elle a démarré il y a à peu près 4 ans. Il y a eu en fait un peu un choc et une prise de conscience de cette lame de fond qui arrivait et que on était obligé de faire avec, on n'allait pas l'occulter.
Et depuis cette période-là, on a inscrit le numérique au cœur de nos objectifs généraux chaque année. On a voilà, des actions numériques à mettre en place et on considère vraiment que le numérique fait partie des enjeux prioritaires de l'entreprise aujourd'hui et sur les années futures. Donc, le premier exemple, c'est, je voudrais vous parler de notre intranet. On a mis en place il y a maintenant 3 ans un intranet. Alors, ça paraît pas fou, hein, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont. En tout cas, pour nous, ça a été une petite révolution, la mise en place de cet intranet, puisque historiquement, on travaillait avec un réseau de façon assez classique et un réseau qui était organisé par métier. Et donc, on fonctionnait tous un peu en silo. Chaque métier avait son réseau avec ses petits dossiers. On n'allait pas forcément fouiller dans les dossiers des autres parce qu'on ne savait pas comment ils étaient organisés. Donc, on était vraiment très cloisonnés et on fonctionnait en silo les uns par rapport aux autres. L'intranet a eu cette vertu de décloisonner et faire sauter un peu ces barrières historiques avec une organisation plus en mode projet que par processus de l'entreprise. Et du coup, ça a développé le travail collaboratif en pouvant partager ensemble des documents, travailler en même temps sur plusieurs documents. Et ça nous a permis aussi de nous rapprocher de nos filiales qui ont également cet intranet. On n'est pas tous sur le même type de production et donc ça nous permet d'échanger un maximum de données et d'informations, même en n'étant pas tous les uns avec les autres. Autre exemple, c'est les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on parle de digitalisation, ça c'est quelque chose, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de dire, parce que c'est visible de l'extérieur de l'entreprise. Donc en termes de réseaux sociaux, on est plutôt actif dans l'entreprise et ce depuis une dizaine d'années. On a aujourd'hui 10 comptes dans l'entreprise, alors c'est beaucoup, parce qu'on a des comptes corporate et des comptes marques. Alors ce qu'on appelle compte corporate, ça va être du Twitter et du LinkedIn, où on communique vraiment au nom du groupe ENAF. Et l'enjeu pour nous, c'est de faire connaître, de travailler, on va dire, la marque employeur, et également de faire connaître notre programme Bigood 2030. Bigood 2030, c'est quoi? C'est notre programme de développement durable que l'on a lancé l'année dernière, qui est un programme qui adresse l'ensemble des enjeux du développement durable et qui a pour ambition d'atteindre l'impact positif à horizon 2030, donc dans 10 ans, que ce soit sur un aspect économique, social et également environnemental. Et donc, voilà, on utilise notamment les réseaux sociaux corporate pour communiquer autour de Bigood 2030. Au-delà de ça, on a des réseaux plus marques, comme du Facebook, du Instagram, sur lesquels on va plus chercher à créer de la proximité avec nos consommateurs et avoir des communications un peu plus axées produits notamment. Par rapport aux réseaux sociaux, le petit conseil que je peux vous donner, si vous avez aussi des réseaux sociaux, c'est d'essayer de gérer ça en interne dans la mesure du possible. Internaliser la fonction de community management, c'est un vrai plus pour une entreprise parce que déjà, on est plus rapide, plus flexible en termes de réponse. Et puis finalement, on est les mieux placés pour savoir ce qui se passe dans notre entreprise, pour pouvoir alimenter une ligne édito et aussi pouvoir répondre et faire de la modération. Et au-delà de ça, ça nous permet d'être à l'écoute des signaux faibles, de faire de la veille. Donc, en fait, on collecte énormément d'informations et cette matière, il faut qu'elle arrive en interne et il ne faut pas qu'elle arrive chez un prestataire externe. Et l'autre élément sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est en train aussi d'essayer de former nos commerciaux à l'utilisation des réseaux sociaux pour faire du social selling. Et notre vision chez ENAF, c'est que demain, nos commerciaux doivent être des community managers. Alors, je vous dis ça, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ils ne sont pas tous au même niveau de maturité, mais en tous les cas, c'est plus une vision et un objectif à terme. Sur le périmètre de la production maintenant, un exemple intéressant, on a mis en place avec une start-up qui s'appelle Energency, on a mis en place des capteurs, donc des sondes à différents endroits dans nos ateliers de production, ce qui nous permet aujourd'hui de connaître en temps réel notre consommation d'énergie et d'eau, ce qui nous donne voilà, une connaissance très fine de nos consommations. Et dans le cadre du programme Bigood 2030, ça va nous permettre de mettre en place des plans de progrès, des plans d'action pour optimiser l'utilisation de nos énergies au niveau de la partie production. Toujours dans le périmètre de la production, chez ENAF, on a un abattoir. Alors, on est petit, hein, chez ENAF, on est 280 collaborateurs, mais on a fait le choix de conserver un abattoir parce que ça nous permet d'avoir une maîtrise sur la qualité de notre viande, notamment, et on a le plus petit abattoir de France. Donc, on est sur des cadences qui sont extrêmement faibles, notamment parce que, pour nous, la question du bien-être animal, c'est un élément qui est vraiment important et sur lequel on travaille dans le cadre, d'ailleurs, de notre programme Bigood 2030. Alors auparavant, comment ça fonctionnait? On a toujours eu un système d'étourdissement des cochons avant la mise à mort. Et cette étape d'étourdissement, elle est importante parce que ça permet justement de prendre en compte, d'éviter de la douleur de l'animal dans cette étape qui est forcément un peu délicate. Et donc, on a travaillé avec Neotech Vision qui nous a installé des capteurs optiques. Donc, c'est une technologie qui fait appel à l'intelligence artificielle et qui nous permet d'avoir une mesure objective et infaillible de l'étourdissement des cochons. Donc, auparavant, avant cette solution digitale, on avait un opérateur qui était en charge
d'apprécier par lui-même si le cochon était étourdi ou pas. Donc c'était un poste qui était particulièrement stressant parce que il y avait une responsabilité importante qui reposait sur ce poste-là. Et donc grâce à cette solution, on a permis de favoriser de garantir vraiment à 100% le bien-être animal et en plus de réduire le stress sur ce poste vraiment important. Donc on voit que le digital peut aussi être vertueux à différents niveaux. Au niveau des audits, dans une entreprise comme la nôtre, on fait beaucoup d'audits et auparavant, on les faisait vraiment à l'ancienne avec papier et crayon. Et puis ensuite, les personnes qui faisaient les audits de retour à leur poste de travail, ressaisissaient toutes ces données-là. Donc, je vous raconte pas, enfin, forcément, vous imaginez, on perdait du temps et puis il y avait surtout un risque d'erreur dans cette étape de ressaisie des informations. Donc aujourd'hui, on a digitalisé cette fonction d'audit et on utilise des tablettes, ce qui nous permet de gagner du temps et de gagner en fiabilité. Également, à l'extérieur de l'entreprise, on fait des audits, notamment dans les élevages porcins, les élevages apporteurs pour le groupe Jean Hénaff. Et on va travailler d'ailleurs avec TEL, qui est une solution d'audit spécialisée dans les bâtiments et dans les élevages, qui va nous permettre là aussi de gagner du temps. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'à la fin de l'audit, ça nous sort automatiquement un rapport avec des pistes d'optimisation que l'on peut activer rapidement. Donc là, je change d'univers, on passe dans l'univers du retail et des boutiques. Donc effectivement, Karine l'a rapidement expliqué en introduction. On a aujourd'hui un petit réseau de 4 boutiques Hénaff & Co. Hénaff & Co, c'est quoi? C'est une épicerie fine bretonne. Nous sommes présents aujourd'hui à Rennes, à Pouldreuzic, à la Trinité-sur-Mer et à Pont-Aven. Donc c'est un réseau qui est récent, qui est né en 2018. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a essayé également d'intégrer le digital dans nos commerces physiques. Alors, si vous voyez sur cette image, en fait, à l'entrée de la boutique, il y a un pilier et sur ce pilier, il y a une tablette, ce qui permet à nos clients de pouvoir commander une boîte de pâté Hénaff personnalisée parce qu'ils peuvent mettre la photo de leur choix ainsi que le message de leur choix sur leur boîte de pâté Hénaff, des boîtes de 1 kg, ce qui permet d'avoir une plus grande surface d'expression. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a fait dans l'ensemble de nos points de vente? On a essayé de sensibiliser au maximum les vendeurs en boutique à la collecte des données clients. On sait qu'aujourd'hui, les data, c'est un enjeu extrêmement fort et également dans l'univers du commerce. Et pour nous, c'est clé de se constituer une base de données clients la plus renseignée possible, de façon à pouvoir mieux connaître nos clients, de façon à pouvoir les segmenter par typologie et puis surtout les activer derrière. Aujourd'hui, avec nos 4 boutiques, on est conscient que très peu de clients potentiels sont à proximité de nos boutiques. Donc pour nous, c'est important de les activer en dehors de leur visite en boutique pour travailler la présence à l'esprit et puis aussi pour les inciter à basculer sur notre boutique en ligne, ce qui permet effectivement de rendre Hénaff & Co accessible à tous nos clients et prospects dans la France métropolitaine, puisqu'en fait Hénaff & Co c'est un concept omnicanal. On a effectivement la même offre, la même politique commerciale, le même concept que ce soit en physique ou en digital. Donc effectivement, la collecte des données aujourd'hui, c'est un enjeu vraiment, vraiment fort dans ce contexte de déploiement de notre boutique en ligne, activité qui est récente puisqu'on vient de la lancer il y a à peine 6 mois. Sur la partie RH, quelques exemples également intéressants. Alors tout d'abord, l'exemple du télétravail. Alors on avait mis en place chez Hénaff au mois de janvier dernier un accord de télétravail. Alors on était tout fiers d'avoir mis en place cet accord qui donnait le droit à nos collaborateurs à 2 jours de télétravail par mois. Un maximum de 2 jours. Donc voilà, on était content d'avoir mis ça en place. Nos collaborateurs étaient également satisfaits. Et puis, effectivement, l'arrivée de la crise a tout chamboulé et a accéléré le passage en mode télétravail. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que du coup, on avait anticipé, on était prêts. Et ça nous a même fait aller plus loin que ce qu'on pensait, parce qu'il y a des postes qu'on n'avait pas imaginé pouvoir fonctionner en télétravail, des postes très administratifs, comme les postes d'administration des ventes, les postes de comptable. Et on a réussi, grâce à ce travail et à l'aide de notre équipe informatique qui a été extrêmement réactive, qui a pu préparer des postes en l'espace de 48 heures. On a réussi à équiper tous les postes administratifs et à basculer en télétravail très rapidement. Par ailleurs, sur la gestion des temps, on travaille avec un logiciel qui s'appelle e-Tentation, qui nous permet de digitaliser les temps de présence, les heures sup, les jours de congé, de RTT, etc. Donc là aussi, on gagne du temps, on évite les ressaisies, les papiers qui se promènent d'un bureau à un autre et qui se perdent en cours de route. Donc grâce à cet outil, voilà, on gagne en réactivité et en précision dans les informations. Et puis autre sujet, c'est sur les notes de frais. On utilise un petit logiciel qui s'appelle Nautilus, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille vraiment. C'est un logiciel extrêmement simple
En 3 clics, on prend la photo de son frais, automatiquement, ça rentre dans la bonne case avec le montant, le taux de TVA, etc. Et c'est envoyé automatiquement à la compta et au manager pour validation. Donc ça, c'est aussi voilà, un petit truc facile à mettre en place qui nous a permis de gagner beaucoup de temps. Et dernier point sur la communication, voilà un petit exemple rigolo. On a travaillé avec Artefacto qui nous a installé une application immersive à 360 degrés qui nous permet de naviguer d'un site à l'autre, puisqu'aujourd'hui on est devenu un site, on s'est diversifié et on a besoin que nos collaborateurs internes connaissent les différents sites et puis en externe aussi, notamment auprès de nos parties prenantes, que ce soit nos fournisseurs, nos actionnaires, nos consommateurs, etc. On ressentait le besoin de mieux faire connaître ce qu'était devenu le groupe Jean Hénaf. Et donc, grâce à cette appli, on a la possibilité de se balader dans différents sites et on peut même aller sur l'archipel de Molène, voir comment se passe la récolte de nos algues pour notre filiale Globe Explore. Et puis, on s'est également équipé de casques en réalité augmentée que l'on comptait utiliser cette année pour des salons, mais on va remettre ça l'année prochaine. Et grâce à ces casques, on a vraiment l'impression de se balader au sein de l'entreprise. C'est une expérience immersive qui est vraiment sympa. Voilà, donc en résumé, ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers ces quelques exemples, qui sont bien sûr loin d'être exhaustifs, on voit que voilà, on a essayé de déployer la digitalisation un peu partout dans l'entreprise. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement toutes les fonctions de l'entreprise peuvent se digitaliser. Alors chez Hénaf, on n'a pas forcément un directeur du digital ou un plan digital annuel. On laisse beaucoup d'autonomie à chaque service, à chaque collaborateur pour prendre des initiatives, faire des propositions. Ce qui fait que voilà, c'est pas des fonctionnements top-down, on est plutôt dans des prises d'initiative un peu partout dans l'entreprise. Et ça fonctionne parce que il y a vraiment une impulsion de l'équipe de direction et une conviction de notre dirigeant, notamment Loïc Hénaf, que le digital est vraiment une priorité aujourd'hui. Et je pense que cette conviction, ça doit être le premier point de départ pour que la transformation numérique se passe du mieux possible. Voilà, je vous remercie. Très bien, c'est nous qui vous remercions, Caroline, pour cette présentation sur l'état de votre transformation numérique pré-Covid, j'ai envie de dire, parce que tout ce que vous venez de nous présenter, c'était des choses qui existaient avant, on va dire, mars 2020 et l'arrivée du premier confinement notamment. On a une quinzaine de minutes à peu près pour vous poser des questions. Je vais vous en poser quelques-unes. Les gens, à travers leur écran, peuvent aussi les poser. On les sélectionnera. Ce qui serait intéressant de faire, c'est peut-être essayer de raccrocher tout ce que vous venez de nous présenter à la situation de 2020. Et peut-être, première question, justement, la crise, qu'est-ce qu'elle a changé par rapport aux actions en cours? Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été freinés? Est-ce qu'il y a des sujets qui ont été boostés étant donné la pandémie? Effectivement, je pense que comme dans toutes les entreprises, la crise nous a fortement impacté. Déjà dans la façon de travailler, donc on parlait du télétravail, c'est sûr que ça change le rapport avec ses collègues, le rapport avec son manager. Donc il a fallu qu'on accompagne aussi les managers pour apprendre à manager à distance. C'est quelque chose auquel on ne s'était pas du tout préparé. Et je dirais qu'on a encore certainement beaucoup de progrès à faire parce que cette crise reste récente, on manque encore un peu de recul. Il faut qu'on continue à travailler sur cet aspect-là, donc ça va faire partie de sujets de notre plan de formation pour l'année prochaine. Par ailleurs, la crise nous a eu la vertu d'essayer de nous aider à prioriser davantage. C'est vrai qu'auparavant, on avait beaucoup de projets actifs dans l'entreprise, probablement trop, ce qui fait que les équipes étaient des fois un peu perdues, en stress également face à une charge de travail et une difficulté des fois à prioriser tous les sujets. Et donc voilà, la crise nous a aidés à faire des choix et on s'est réunis avec l'équipe de direction, on s'est dit qu'il fallait accepter d'abandonner ou décaler certains projets et d'être vraiment focus sur l'essentiel. Et sur des projets aussi générateurs de business, parce que on connaît les conséquences économiques à venir de la crise, et donc il faut qu'on assure aussi la pérennité de nos entreprises dans ce contexte-là. Vous citez en quelque sorte une barrière culturelle lors du management, notamment avec le passage massif au télétravail. Techniquement, vous avez cité que vous aviez déjà des outils, vous étiez préparé dès janvier. Est-ce qu'il y a eu quand même des barrières techniques? Et j'ai en tête peut-être des sujets cybersécurité dont on a beaucoup entendu parler cette année. Je sais pas si oui, tout à fait. Notre équipe informatique a vraiment été vraiment très bonne sur la gestion de la crise. Elle nous a accompagnés au quotidien. Elle a été extrêmement réactive et extrêmement vigilante.
C'est vrai que les sujets de la cybersécurité, c'est pas forcément des notions qui sont évidentes pour tout le monde dans une entreprise. On n'est pas tous sensibilisés à cela. Et donc, l'équipe informatique nous a régulièrement poussé de l'information pour nous sensibiliser aux risques liés aux cyberattaques. Donc, en nous rappelant régulièrement des bonnes pratiques, comme mettre à jour son Windows, éteindre son ordinateur le soir, éviter d'aller sur certains sites, ne pas ouvrir les pièces jointes douteuses, etc. Donc, ce sont ces petits rappels qui ont été faits régulièrement, qui nous ont permis, pour l'instant, et je touche du bois, de ne pas faire l'objet d'attaques. Mais c'est vrai qu'on a vu ces derniers mois de nombreuses entreprises dans différents secteurs, et notamment aussi dans notre secteur ou dans notre périmètre géographique, qui ont fait l'objet malheureusement de grosses attaques. Et on voit qu'aujourd'hui, on est extrêmement dépendant, enfin tout est informatisé dans une entreprise, et une attaque peut vraiment mettre à terre une entreprise. Donc voilà, l'équipe informatique a été très vigilante sur ce point-là, et vraiment je leur tire mon chapeau parce que pour l'instant, ça a été plutôt efficace. Donc, en plus du travail qu'on imagine technique de vos équipes IT, beaucoup de sensibilisation aussi, là, d'acculturation sur le sujet des risques de sécurité. Je continue à rebondir sur vos diapos. On a vu une diapositive avec vos réseaux sociaux. Est-ce que ça a été un avantage, par exemple, je pense notamment au confinement, d'avoir déjà créé ces communautés en ligne? Est-ce que vous avez pu surfer là-dessus? Est-ce que vous avez un peu adapté votre discours sur ces canaux de communication? Oui, tout à fait. Alors, sur la partie réseau social de marque, on en a profité pour être au plus proche de nos communautés, de nos consommateurs, hein, notamment sur tous les réseaux en lien avec la marque ENAF, que ce soit notre Facebook ou notre Instagram. Pendant le premier confinement, les Français ont été très présents, très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on a profité de cette opportunité. On a essayé d'apporter un maximum de contenu. Et notamment pendant cette période, beaucoup de Français se sont remis à cuisiner et manquaient un peu d'idées de temps en temps pour savoir que cuisiner et changer un peu des plats habituels. Donc, on a notamment beaucoup alimenté notre ligne édito avec des idées recettes, notamment des idées recettes avec le pâté ENAF, qui est notre produit emblématique, que peu de gens savent utiliser en cuisine. Donc, on a énormément communiqué sur cet axe-là, en étant aidé d'ailleurs de grands chefs, parce comme le chef étoilé Olivier Belin, qui nous a accompagnés, qui nous a donné des idées recettes. Donc, ça, c'est des choses que l'on a mises en place, qui n'étaient pas forcément prévues, mais on a fait preuve d'agilité pour pouvoir effectivement adapter notre ligne édito en l'espace de peu de temps. Et après, sur la partie réseaux sociaux corporate, on en a profité pour continuer à communiquer autour de Big Good 2030, parce que c'est aussi un des enseignements de cette crise actuelle, qui est de se dire que demain, on ne pourra plus travailler et produire comme on le faisait hier. Et l'enjeu de la responsabilité des entreprises, elle est de plus en plus importante. Et donc, voilà, on a voulu montrer que Jean ENAF était vraiment inscrit dans cette direction-là, qu'on avait pris ce virage et qu'on voulait même être plutôt précurseur sur certains sujets en termes de responsabilité sociétale. D'accord. Le temps presse déjà, hein, c'est des créneaux très courts, mais avant de peut-être lire 2 ou 3 questions de l'audience, je m'en permets une dernière. Vous avez aussi parlé de la stratégie de captation de data clients dans les points de vente. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez pu, en quelque sorte, activer pendant cette crise? Ça vous a servi à quelque chose? Alors malheureusement, notre activité e-commerce a été lancée après le premier confinement, donc on n'a pas pu bénéficier de cette embellie du e-commerce sur le premier semestre. Et puis en plus, le trafic en boutique était forcément calme, on avait même des boutiques fermées à ce moment-là. Donc c'est pas forcément à ce moment-là qu'on a collecté de la donnée. Maintenant, on en a beaucoup collecté sur l'été, parce que la saison touristique a été plutôt bonne en Bretagne, donc on a vraiment profité de ce trafic dans nos points de vente pour collecter de la data. Et c'est plutôt maintenant qu'on commence vraiment à s'en servir, parce que notre activité e-commerce maintenant est en phase de décollage. Et donc, effectivement, là, pour préparer les fêtes de fin d'année, on a beaucoup activé cette base de données clients avec des envois de newsletters, notamment. Donc, c'est plutôt maintenant, je dirais, qu'on commence à en voir les bénéfices. Mais là, on est plutôt sur, de toute façon, un enjeu à moyen et long terme, parce que cette collecte de data, elle prend du temps. Mais il faut effectivement les collecter dès maintenant pour peut-être pouvoir aussi en tirer les bénéfices sur les prochaines années. Merci Caroline. Je vois défiler des questions. Je n'ai pas forcément le temps de les lire, mais Karine est là pour ça. Est-ce que on a des questions de l'audience? Karine. Karine, es-tu avec nous? Alors, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, j'étais partie faire la sieste. Très bien.
Je suis de retour. Oui, on a pas mal de questions, donc on va essayer de concaténer, de faire au plus synthétique, mais des questions plutôt intéressantes. On nous demande par exemple, Caroline, quelle solution digitale utilisez-vous ou envisagez-vous d'utiliser pour travailler et échanger avec vos éleveurs, vos partenaires? Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de Telélevage, qui est un outil qui va permettre de faire des audits dans les élevages. Ça repose essentiellement sur ça. On n'a pas forcément prévu de communiquer avec nos éleveurs avec des outils digitaux, pour la simple raison que, bon, voilà, aujourd'hui, effectivement, on est sur la thématique digitale, hein, c'est le cœur du sujet, mais il ne faut pas oublier l'humain non plus à côté. Donc pour nous, le lien humain reste aussi fondamental. Et donc, il est important aussi de se rendre, notamment dans les élevages, pour pouvoir avoir un échange, un contact direct avec les éleveurs apporteurs, et pouvoir aussi voir leurs conditions de travail, la façon dont les élevages sont tenus, s'assurer que nos exigences sont bien appliquées. Donc aujourd'hui, tout ça passe plutôt par du contact humain que par des solutions digitales. D'accord. Autre question qui nous est arrivée, est-ce que votre activité très développée sur les réseaux sociaux a été simple à intégrer dans votre politique de conformité RGPD? Ou est-ce que vous avez rencontré des Alors, je dirais que c'est pas tellement sur les réseaux sociaux que ça a été compliqué. C'est plus sur l'activité e-commerce notamment, où là, effectivement, ça a vraiment changé la façon de collecter les données. Mais je pense que pour de bonnes raisons, en fait. Je pense que la finalité de tout ça est très bonne. Donc voilà, il a fallu s'adapter. Je dirais que nous, comme on était en train de construire notre base de données, quelque part, on a intégré cette contrainte RGPD dès le départ. Je pense que ça a été plus difficile à gérer pour des acteurs plus historiques qui ont dû vraiment changer en profondeur leurs habitudes. Donc voilà, pour nous, ça s'est fait relativement facilement. Et encore une fois, sur la partie réseaux sociaux, il n'y a pas de contrainte particulière liée au RGPD, donc ça s'est fait sans souci. D'accord. Et une dernière question pour terminer. Est-ce que vous envisagez, vous avez parlé déjà dans votre présentation de certaines solutions un peu innovantes de type intelligence artificielle, réalité virtuelle ou autre. On nous demande si vous pensez utiliser d'autres solutions innovantes de ce type dans vos boutiques ou sur des applications mobiles à l'avenir, et si oui, de quel type? Alors, en fait, on n'a pas une ligne toute tracée sur ce que l'on va faire demain en termes de digitalisation. On est plus à l'écoute. On fait de la veille pour voir quelles sont les nouvelles technologies qui arrivent. J'ai envie de dire qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui les technologies et les solutions que l'on va adopter demain. Donc, je ne peux pas vous dire si effectivement on va utiliser des applis mobiles. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est prévu, effectivement. Donc, on est plutôt dans des démarches de veille. On participe beaucoup à des colloques, des forums. Voilà, on essaie de rester dans le match, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas forcément de futures solutions identifiées, et on s'adosse beaucoup à des prestataires, c'est-à-dire qu'on considère que nous, c'est pas notre cœur de métier. Quand on parle d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, clairement, c'est pas notre savoir-faire, c'est pas notre expertise, et on considère que l'expertise, elle est ailleurs. Donc, il faut surtout rester en contact avec les bons partenaires, les bons prestataires pour pouvoir déployer ce type de solution. Mais voilà, je peux pas vous dire quelles sont les solutions de demain. D'accord, ok. Et un dernier mot pour conclure par rapport à votre projection, je dirais dans l'avenir, quels sont les enjeux pour vous pour 2021? Il fallait en citer un ou deux. Un ou deux. Je dirais que je parlais de l'humain tout à l'heure. Je pense que ça doit rester au cœur des préoccupations d'une entreprise aujourd'hui, et encore plus en 2021, je pense qu'en 2019, parce qu'avec ce déploiement massif du télétravail, on a un peu perdu le contact humain, que ce soit avec l'interne ou l'externe. Donc moi, je dirais qu'une des priorités, ça doit être de continuer à fédérer nos équipes, hein, de continuer à les accompagner, voilà, pas couper ce lien qui est important, qu'il va falloir d'ailleurs reconstruire une fois qu'on va revenir sur une situation normale. Donc voilà, ça peut peut-être paraître un peu paradoxal par rapport au sujet du jour, mais je pense que l'humain, l'accompagnement de nos équipes doit rester important, notamment en termes de digitalisation, parce que on se rend compte que nos collaborateurs n'avancent pas tous à la même vitesse sur l'adaptation à ces nouvelles solutions, ces nouveaux outils numériques. Et donc, il est vraiment important de continuer à les accompagner
pour s'assurer qu'on embarque un maximum de collaborateurs et qu'on n'en laisse aucun sur le bord de la route. D'accord, merci beaucoup Caroline. Merci. Merci Caroline. Karine, je te laisse en compagnie de Baptiste pour notre deuxième intervention. Merci Romain. Rebonjour Baptiste. Bonjour Karine. Alors, en introduction, pareil Baptiste, vous me dites si je fais une erreur ou si vous souhaitez compléter. Donc, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez travaillé longtemps au départ en région parisienne, puis un petit tour par Poitiers avant d'arriver en Bretagne parmi nous, chez différents acteurs du numérique dans des domaines assez diversifiés tels que la GED, la supervision, l'intégration, puis la direction des systèmes d'information. Vous êtes arrivé au CIB en 2013 et vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint, entre autres en charge du numérique. C'est absolument ça, c'est très juste. Ok, parfait. Le CIB aujourd'hui donc a un peu plus de 50 années d'existence, je crois. Un tout petit peu moins, 47. Moins. Ok, d'accord, donc 45 ans d'existence. C'est un acteur public majeur du numérique au service de la santé et du secteur public. Tout à fait. Vous avez la particularité d'avoir une offre qui est très diversifiée, puisque vous intervenez à la fois en conception, déploiement, hébergement d'un ensemble de solutions numériques et de services métiers. Donc, on va parler de conseil en système d'information, de formation, de déploiement, d'intégration, d'accompagnement au changement, de support, d'hébergement, d'infogérance, de dématérialisation, d'archivage numérique, de protection des données, RGPD, DPO et de cybersécurité. J'ai à peu près fait le tour de l'offre. Vous l'avez bien fait, c'est parfait. Super, d'accord. Le CIB aujourd'hui, c'est 2 agences, Rennes et Lille. Tout à fait. Voilà. 500 établissements de santé et collectivités locales clientes, 300 collaborateurs. Un petit peu plus. Et ça croît encore. Et ça croît encore, d'accord. Et une activité à peu près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, on y est? D'accord, très bien, ça marche. Donc pour commencer, Baptiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu cette année 2020 ? Est-ce que vous avez plutôt aussi fait le choix de vous recentrer sur les fonctions essentielles du numérique, ou est-ce que ça a été aussi une opportunité de continuer votre développement numérique, et si oui, de quelle manière ? Alors, d'abord, merci pour l'invitation encore à ADN Ouest, et puis bonjour à toutes et à tous. Alors oui, l'année 2020, elle a été effectivement très particulière. On est sur un secteur, nous, l'IT, c'est notre cœur de métier, comme vous l'avez longuement détaillé. Nous sommes d'abord une entreprise d'ingénieurs, donc j'allais dire que cette année 2020 a été pour nous plutôt une phase d'accélération dans le déploiement du numérique qu'une phase de recentrage ou d'évolution stratégique. Je pense que le secteur sur lequel on intervient, vous aurez compris qu'on est en grande partie au service des hôpitaux, aura évidemment été pas mal bousculé par la crise Covid. Mais on est plutôt, nous, sur une phase d'accélération de déploiement de nos services numériques. D'accord. Est-ce que vous avez eu quand même quelques impacts un petit peu négatifs, ou des choses qui vous ont quand même un petit peu bousculé le 16 mars ou... Oui, alors on va quand même pas se mentir. Alors, on va dire à peu près les 2/3 de nos collaborateurs nous étaient déjà en télétravail sur 1, 2 ou 3 jours par semaine, et ce depuis déjà plusieurs années. Donc cette acculturation au télétravail n'a pas été à faire. Néanmoins, la volumétrie, on passe quand même pas de 2/3 des effectifs quelques jours en télétravail à l'intégralité de nos effectifs, ou la quasi-intégralité de nos effectifs en télétravail du jour au lendemain. Donc c'est vrai que le lundi 16 mars, pour tout vous dire, on a eu un comité de direction express Covid à 9 h du matin, façon situation de crise, où on a listé tout ce qu'il y avait à faire, et puis on a informé nos collaborateurs. Donc la grande majorité était équipée déjà d'ordinateurs portables, donc il n'y a pas eu d'enjeu majeur là-dessus. Ceux qui n'en avaient pas, ils sont partis avec leur PC fixe, leurs 2 écrans et tout ce qui va bien pour pouvoir travailler. Bon, évidemment, comme pour l'expérience racontée par Caroline précédemment, les équipes infrastructures ont évidemment eu pas mal de travail, notamment des changements d'adduction réseau, pour être en capacité de supporter autant de télétravailleurs en même temps. Mais nous avons la chance d'être nous-mêmes au cœur du métier. L'hébergement est une de nos activités
principal, donc on a évidemment toutes les compétences pour le faire. Mais je ne sous-estime pas le travail qui a été effectué par les équipes pour mettre en œuvre tout ça. Et puis évidemment, ça je ne sais pas comment ça a été vécu parmi toutes les autres entreprises, mais toute la gouvernance qui doit se mettre en œuvre avec les instances, comme on a une structure publique, hein, donc sans doute une gouvernance un peu particulière, comment on tient au courant les représentants du personnel, comment est-ce qu'on s'organise. Nous, CIB, on a mis un CODIR tous les matins, spécialement autour du Covid. Et puis, avec 2 volets, hein, le volet interne évidemment, et le volet client, très orienté client, puisque comment accompagner au mieux les hôpitaux dans cette phase-là. D'accord. Voilà pour cette année 2020 un peu mouvementée. D'accord, ça marche. Dans ce contexte, justement, effectivement, d'année 2020, voilà, mouvementée, mais qui vous a permis d'accélérer, vous disiez, votre stratégie numérique, ça se traduit comment? Est-ce que, je dirais, votre posture en tant que dirigeant numérique en interne, elle a évolué sur cette année ou elle va évoluer en 2021? Alors, comme je ne l'ai pas précisé, mais le CIB, qui est une structure assez ancienne, vous l'aurez compris, s'est transformé dans les 2 dernières années. Donc, je n'ai pas fait des slides de présentation de la façon dont on s'était transformé, mais quand je suis arrivé en 2013, il y avait à peu près 200 collaborateurs, c'était une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On a donc quasiment doublé tout ça. Donc, dans le cadre de cette transformation, je vais peut-être surprendre tout le monde autour de ce webinaire, mais il faut savoir qu'au CIB, il n'y a pas de DSI en tant que tel, puisque c'est moi qui étais supposé jouer ce rôle-là. Et donc, sur 2020, dans le cadre de cette transformation, qui était prévue la mise en place d'une DSI, donc qui est alors je le précise, hein, le recrutement est fait, notre DSI arrivera le 1er mars 2021, donc il n'y a pas d'appel à candidature. Toujours est-il que sur 2020, oui, la posture autour du numérique a évolué. D'abord parce que les pratiques communes, courantes ont évolué. Oui, on utilisait évidemment des outils de messagerie interne. Oui, on utilisait de la visio. Mais enfin, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, je regarde les icônes sur mon écran, je dois avoir à peu près 7 ou 8 outils de visioconf. Ce n'était pas le cas en janvier 2020. C'était pas cette situation. Donc, l'intégralité de l'entreprise a évolué. Et évidemment, moi qui dois porter ces sujets-là au sein du CIB, ça a fait évoluer nécessairement ce positionnement. Oui, tout à fait. D'accord. Au niveau des équipes, est-ce que vous avez mis des choses en place pour maintenir, on va dire, les liens, l'échange, la convivialité, enfin voilà, tous les soucis qu'on rencontre quand on veut travailler en équipe en étant en télétravail? Oui, c'est un vrai enjeu, hein, parce que, évidemment, quand on avait mis en place l'expérimentation autour du télétravail, donc il y a 3 ans, puis qui s'est concrétisé assez largement, on s'était posé tout un tas de questions en termes d'intégration d'un nouvel arrivant dans une équipe. Est-ce que des réunions hybrides, pas hybrides, ça peut se tenir? Comment on fait fonctionner une équipe? Comment on accompagne nos managers pour qu'ils soient en capacité de faire ce management à distance qui n'est pas naturel, qui n'est pas complètement évident. Et c'est vrai que là, au mois de mars, 300 collaborateurs intégralement. Donc là, on a vu fleurir, et c'est ça que j'apprécie finalement au quotidien dans mon travail, c'est de voir toute la créativité des collaborateurs. Tiens, il y a tel… Alors les rituels, hein, on continue à prendre le café ensemble le matin. C'est tout bête, hein, mais nous l'avons fait nous-mêmes ce matin à 8h30 en se voyant, et chacun avait sa tasse ou sa boisson chaude ou froide pour discuter. Et finalement, on aurait été en présentiel, on aurait fait la même chose. Donc oui, il y a eu tout un tas d'initiatives. Alors je le dis, mais ça ne fait pas très sérieux, mais sur le plateau, on est sur un certain nombre de bâtiments, on n'est pas tous sur le même bâtiment en CIB. Et sur le plateau que j'occupe, on avait nos petits rituels de café sur le balcon, parce qu'il y a un certain nombre de collaborateurs qui fument, on va donc sur un balcon. On a créé sur nos messageries internes un petit canal privé pour les habitués. Donc, ça s'appelle le Café Couette Logon, et donc sur lequel on s'est retrouvés. Et quand même, au mois de mars, comme la période était un peu triste, on a même fait des petites séances de déguisement. Toutes les semaines, on avait un thème et on devait arriver au café déguisé. Voilà. Et dans toutes les équipes, il y a eu ce genre d'initiative. Pour ceux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir X capture d'écran de Jitsi, de Zoom ou d'autres outils de visioconférence avec des déguisements, des initiatives, des points communs, des fonds virtuels, enfin voilà. Donc oui, bien sûr, l'humain est, comme le rappelait tout à l'heure Caroline Guivarch, l'humain est essentiel dans ces moments-là.
D'accord. Vous nous avez parlé aussi en préparation de cette interview et en introduction de l'interview de la transformation numérique du CIB, hein, liée aussi à sa croissance, hein, puisque vous êtes passé assez rapidement de 200 à 300 collaborateurs, Oui. avec la création donc, de plusieurs nouvelles directions. Comment est-ce que vous avez fait en sorte que ça se passe bien pour vos collaborateurs, que cette restructuration, cette transformation finalement, comment vous l'avez accompagnée? Alors, c'est une transformation que nous avons fait de manière longue. On a fait le choix, alors dans le cadre de la transformation, qu'elle soit managériale ou numérique, il y a plusieurs stratégies d'approche. J'allais dire notre différence, les valeurs du CIB font que on avait émis dès le départ le souhait que chacun trouve une place qui lui convienne dans l'entreprise. Donc, on a fait un choix de transformation assez long, avec beaucoup d'ateliers, des dizaines de collaborateurs qui ont participé, qui ont contribué. Alors, on a évidemment pris un accompagnement par une société de consultants, et on est reparti des choses basiques. On a repris notre projet d'entreprise, les valeurs, les ambitions, ce que l'on visait dans ce projet d'entreprise, notre stratégie d'offre, stratégie produit, puis on s'est questionné sur comment aligner notre organisation sur cette stratégie. Donc, très participatif, très collaboratif. Alors, ça peut paraître un peu démagogique de dire ça, mais c'est une réalité. Alors, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Ça nous a conduit on avait un comité de direction, nous étions 3, nous sommes désormais 5, avec des nouvelles directions, avec 80% des collaborateurs qui ont changé de direction, ou en tout cas, alors leur métier au quotidien n'a pas nécessairement évolué fondamentalement, mais ils ont changé dans un organigramme, dans des processus, dans des façons de travailler. Donc, beaucoup d'accompagnement et, comme je le disais, bah oui, la création d'une DSIO, alors on l'appelle en interne DTSIO, pour avoir le côté direction technique, avec le côté très structurant, méthode, outils, process, mais la création de cette nouvelle direction qui verra le jour donc en 2021. D'accord. Si on parle justement de 2021, quels vont être les grands enjeux, selon vous, de cette année 2021? Alors, on en a rééchangé un tout petit peu ce matin. C'est vrai que nous, de par notre spécificité, on est acteur de référence pour le pôle d'excellence cybersécurité pour le secteur santé. Donc, évidemment, la protection des données, c'est essentiel. On a un concurrent qui a annoncé il y a quelques jours qu'il était victime d'un ransomware. Je ne m'en réjouis pas. Je veux dire, ça nous menace tous. Et donc, la protection des données, c'est un enjeu pour nous fondamental du quotidien. C'est la vie des patients qui est en jeu. Hein. Donc, c'est vraiment essentiel. Un deuxième sujet, mais là, qui est un petit peu plus paradoxal, c'est qu'il y a un an, si on avait eu ce webinaire il y a exactement un an, il y a fort à parier que je vous aurais parlé beaucoup de Green IT, de développement durable, puisque ça fait partie de nos axes de la transformation, la responsabilité sociétale des entreprises. On avait prévu de faire nos journées des adhérents, qui devaient se tenir dans quelques mois sur le thème de l'informatique durable. Et je pense que pour beaucoup, ça aurait été le thème. Et là, on voit bien qu'avec la crise Covid, on a tous des masques jetables, en tout cas beaucoup de masques jetables. On utilise tout un tas de choses qui ne sont plus recyclables. On jette beaucoup. On commande sur des grandes plateformes et on se fait livrer. Enfin, tout ce qu'il y a de moins durable. Donc, c'est vrai que j'espère que pour 2021, au-delà des enjeux, nous, en termes de mise en place de la DTSIO, de nos enjeux métiers propres, j'espère que globalement, l'IT en 2021 pourra à nouveau se reposer la question du développement durable. Je pense que ça, c'est un enjeu, en tout cas, qui nous tient beaucoup à cœur aussi. Voilà un peu pour ce que je pouvais vous dire. Eh ben, c'est parfait, je pense que c'est une bonne manière de conclure. Romain, est-ce que tu veux reprendre la main? Est-ce qu'il y a des questions pour Baptiste? Alors, on a une question notamment sur vos clients qui sont essentiellement des hôpitaux et qui ont été du coup les plus impactés à la hausse, on va dire. Est-ce que la crise a changé votre façon de fonctionner avec eux? Est-ce qu'ils ont sollicité de nouveaux types de services? Est-ce que vous avez dû revoir votre offre ou votre façon de collaborer avec vos clients?
Alors, je vais répondre, c'est une question, il y a 3 ou 4 items dedans. D'abord, sur l'offre, oui, bien évidemment. Un de nos produits importants, c'est le dossier par patient informatisé qui permet de faire le suivi des patients quand ils sont hospitalisés, notamment en soins critiques. Donc, là-dessus, de leur admission aux urgences jusqu'au passage dans les différents services. Donc là, évidemment, évolution de l'offre, mise en place de fiches spécialisées pour pouvoir identifier les patients Covid, pour pouvoir mieux les traiter, avec un certain nombre de facteurs de constantes. Je passe les détails fonctionnels, mais oui, adaptation de l'offre. Adaptation de l'offre autour de la télémédecine. Nous avons une offre de télémédecine qui évidemment était très sollicitée dans la période, notamment pour toute la partie consultation externe. Autre impact fort, c'est que les établissements de santé, les projets IT sont passés un peu au second plan. Donc, ça veut dire que nous, sur la roadmap que nous avions, que ce soit en termes de développement, en termes d'avant-vente et de consultation, parce que même si on est une structure publique, on est fortement soumis, on est sur un secteur extrêmement concurrentiel, eh bien, il y a eu un décalage très fort dans l'année et on est actuellement en plein, nous, dans notre deuxième ou troisième vague de consultation, de reprise de déploiement, de réaccélération des déploiements IT. Donc voilà, un impact important évidemment dans notre relation aux établissements. Et puis, ce qu'on n'a peut-être pas bien mesuré, en tout cas pour ceux qui ne sont pas spécialistes du domaine, c'est que les aspects réglementaires ont complètement explosé. Vous avez beaucoup entendu parler d'état d'urgence sanitaire. Ce terme, il ne faut pas oublier que derrière, c'est le code des marchés publics qui devient dérogatoire, c'est le télétravail. Nous n'étions pas réglementairement autorisés à faire plus de 3 jours de télétravail par semaine. Ça a été le cas. Donc, voilà, il y a vraiment eu un impact extrêmement fort sur tout un tas de sujets. Et puis, je terminerai là-dessus, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. C'est qu'il y a quand même tout un tas de choses où nos clients ne pensaient pas pouvoir les faire à distance avec nous, des déploiements, des formations, de l'accompagnement. Et bien, avec cette crise, on a pu montrer que oui. Et pour en revenir à la conclusion que je faisais tout à l'heure sur le développement durable, c'est pas mal parce qu'on a un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros de déplacement tous les ans, puisque le CIB a une couverture nationale. Et j'espère qu'avec ces nouvelles pratiques, on pourra diminuer ce budget et donc évidemment diminuer les émissions de CO2. Donc, une offre qui a fortement changé. Vous aviez l'agilité pour le faire, vous étiez prêt ou ça vous a demandé un peu de réorganisation au niveau des outils ou de la façon de fonctionner? Non, là, pour être très honnête, on a pu le faire très rapidement. On travaille avec des clubs utilisateurs, qui sont des représentants de nos établissements, qui nous ont indiqué très vite ce qu'il fallait faire. Alors peut-être pour les tout premiers établissements qui ont été touchés, voilà, on n'a pas pu donner les outils immédiatement. Je pense notamment en Bretagne, à Lorient, où on a eu un petit décalage puisqu'il y avait un cluster très important dans le Morbihan. Mais ensuite, pour tous nos autres clients, les centaines d'autres clients sur toute la France, on a pu réagir très vite, très facilement. On pose aussi une question dans le chat sur le Ségur de la santé. Oui, alors je vois qu'il y a des spécialistes. Donc, tout le monde ne sait pas peut-être de quoi il s'agit. Vous pouvez peut-être le rappeler rapidement. Oui, quel est l'impact sur le CIB? Oui, alors je vais rappeler très rapidement. Donc, le Ségur de la santé, c'est un certain nombre de mesures, notamment financières, parce que je pense que la question va porter là-dessus, avec un financement annoncé à hauteur de 2 milliards d'euros sur les systèmes d'information, sur le système d'information de santé, avec 1,4 milliard donc pour les hôpitaux et 600 millions d'euros pour le domaine médico-social, donc plutôt EHPAD et petits établissements. Alors pour l'instant, c'est quand même compliqué de mesurer cet impact-là. Il est à relativiser eu égard au nombre de GHT et à ce que peut coûter un système d'information hospitalier. Donc, on manipule des chiffres qui sont en milliards, mais quand vous le divisez par le nombre d'établissements hospitaliers, donc 1500 à peu près, vous êtes à peu près 1 million d'euros par établissement. Voilà, on n'est pas sur des enveloppes non plus phénoménales, mais en tout cas, c'est important et tous les gestes qui seront faits pour pouvoir digitaliser et transformer mieux les établissements de santé sont des gestes qui sont vraiment intéressants. Et nous, on travaille évidemment au plus haut niveau avec l'Agence nationale en santé et son directeur Dominique Combe. Enfin, voilà, donc, impact, oui, de fait,
Maintenant, ça doit se mettre en œuvre, mais là, il y a des choses dont je ne peux pas parler, c'est actuellement confidentiel entre le ministère et nous. Très bien, merci. Il y a des questions aussi sur le recrutement. Donc, Oui. je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais est-ce que peut-être il a été accéléré? Est-ce que les profils que vous recherchez ont changé? Est-ce qu'il y a des changements dans vos attentes par rapport aux candidats? Alors, comme je vous le disais, alors, il faut savoir que le CIB est une entreprise un peu particulière. On a un turnover qui est aux alentours de 2,5 à 3%, y compris les départs à la retraite. Donc, voilà, on est une entreprise dans laquelle, une fois qu'on y est, souvent, on y reste assez longtemps. On est sur une moyenne, donc l'an dernier, on avait une 30aine de recrutements. Notre conseil d'administration validera notre budget la semaine prochaine, donc je ne suis pas supposé dévoiler, mais on va dire qu'on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Ça suit notre croissance. Hein, voilà. Donc, est-ce que les profils vont changer? Non, pas spécifiquement. Par contre, une des valeurs fortes qui fait notre, j'allais dire, entre guillemets, facilité de recrutement, même si c'est des secteurs toujours un peu tendus, c'est que les valeurs que l'on porte, la finalité de notre métier qui est in fine servir des patients et des citoyens, bah, ça apporte j'allais dire, un plus très important à la marque employeur. Et c'est vrai que les personnes que l'on peut voir en entretien, ça fait partie des éléments qui mettent beaucoup en avant. C'est la question traditionnelle, mais pourquoi vous postulez au CIB? Ben parce que le métier, la destination, la finalité, le sens que le CIB peut apporter est important. Voilà. Donc non, croissance toujours et recrutement toujours. Ok, très bien. Je vois que Jérôme Champenois, notre prochain intervenant, est en ligne. Il y a une dernière question sur le chat. On peut la prendre rapidement, je pense, parce qu'on est encore un peu dans les temps. Vous disiez, vos clients sont des hôpitaux. Vous offrez aussi des offres autour de l'hébergement. Oui. On a entendu parler de cybersécurité. On en parlait avec ENAF. Est-ce que les hôpitaux, vos clients, vous avez noté une augmentation des risques d'exposition à ce genre d'attaque? Oui, alors effectivement, j'ai parlé beaucoup des hôpitaux, mais on s'adresse aussi aux collectivités territoriales. Hein. Je sais que vous avez ADN Ouest, le DSI du CD35. Donc, le CIB déploie tous les systèmes d'information des collèges d'Ille-et-Vilaine. Donc, on a cet aspect-là. Pour répondre à votre question, oui, le nombre d'attaques a été considérablement augmenté. Hein. C'est vraiment l'an dernier, à l'European Cyber Week, donc il y avait des conférences et on intervenait. C'était au moment où le CHU de Rouen était quand même totalement paralysé sur son système d'information. Et je le redis, c'est-à-dire que quand un hôpital est paralysé sur son dossier patient informatisé, il peut y avoir des morts. C'est pas, voilà, c'est pas juste du retard dans des livraisons de clients. Il peut y avoir des conséquences. Alors après, les conséquences, elles sont évidemment pour les patients les plus graves. Mais oui, c'est vraiment le nombre d'attaques a beaucoup augmenté et donc des risques importants pour beaucoup de nos clients. Merci beaucoup, Baptiste, pour merci à la vous. qualité de cette intervention. C'est très passionnant. On pourrait continuer quelques heures encore. Mais Jérôme nous attend pour la suite. Donc, je repasse la main à Romain pour l'interview de Jérôme Champenois, donc directeur des systèmes d'information et d'innovation de Keolis. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous ce matin et de compléter ce panel d'intervenants. Donc, vous êtes, comme vient de le dire Karine, directeur des services d'information chez Keolis Rennes. Je vais resituer très rapidement Keolis pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. C'est un opérateur de mobilité présent, je crois, sur pratiquement tous les continents et en tout cas leader en France sur la partie mobilité urbaine et qui gère un peu tout type de mobilité. On vous connaît pour les bus, les cars, les métros, les tramways, du train aussi, et puis du vélo en libre service et même dans certaines villes, dont Rennes, je crois, sur une expérimentation, du covoiturage. Donc, Keolis Rennes est délégataire de services publics de Rennes Métropole. Pour ceux qui ne connaissent pas Rennes, à Rennes, on a du métro, du bus, du vélo en libre service aussi. Vous gérez aussi, je crois, les parkings relais qui sont en bout de ligne du métro. C'est plus de 1000 salariés, Keolis Rennes, je crois, dont une grosse partie de chauffeurs de bus, plus de la moitié, je pense, et 300 000 voyages par jour qui ont lieu sur le réseau. Donc, vous êtes directeur des systèmes d'information, vous managez une équipe d'une 30aine de personnes, une dizaine
qui opèrent, vous nous disiez, sur des sujets autour de l'infrastructure et de la bureautique, et une vingtaine de personnes sur les sujets plutôt autour des applications et du digital en général. Ouais. Bonjour à tous. La présentation est correcte. Ouais, bonjour à tous. Ouais, oui, c'est parfait, c'est très précis. Effectivement, donc sur les chiffres, on est un peu plus de 1000, 1100, je crois à peu près, avec une forte augmentation ces dernières années liée à l'arrivée de la ligne de métro, la deuxième ligne de métro. D'accord. Une grosse partie, effectivement, des collaborateurs sont des conducteurs. Ça doit être aux alentours de 600-700. Et donc, côté DSI, effectivement, un peu moins de 30 personnes, donc dont une dizaine de prestataires. Alors, ce qui est intéressant avec notre panel de ce matin, c'est qu'on a finalement une entreprise comme Enaf qui finalement, j'ai envie de dire, peut-être que je me trompe, mais les gens continuent à s'alimenter de la même façon. Donc, l'impact, on pourrait dire en quelque sorte, sur leur activité neutre. On a une entreprise qui est le cible, qui gère des hôpitaux. Donc là, il y a eu un fort boom d'activité, malheureusement. Vous, par contre, j'imagine que ça a dû être une baisse conséquente d'activité. Les gens ne prenaient plus les transports, les gens n'achetaient plus de titres de transport, avec aussi, j'imagine, peut-être des contraintes fortes au niveau de la désinfection des moyens de transport. Quelle a été un peu dans ce contexte la stratégie de Keolis? Alors, la stratégie, on sert un service public, hein, et si vous vous souvenez bien, une des directives fortes du gouvernement pendant le premier confinement, c'était de maintenir les services de transport. Et donc, on a été dans une sorte effectivement de paradoxe où on a dû maintenir le service public, mais malgré tout, on avait très peu de fréquentation. Ça s'est reproduit de manière un peu plus faible, mais sur le confinement en cours. Aujourd'hui, on a une fréquentation qui est entre 40 et 50% de ce qu'on a en temps normal. Donc, c'est des périodes où effectivement, on doit maintenir un service public. Malgré tout, on n'a plus de rentrée recettes. Donc, les recettes commerciales, de manière très macro, c'est 30-40% des revenus. Donc, ça fait un gros déficit. D'accord. Et dans ce contexte donc un peu morose, on va dire, c'est quoi la stratégie justement? Est-ce que c'est de se dire, bon, bah, il y a moins de rentrée d'argent, on va se recentrer sur nos processus, on va chercher l'efficacité opérationnelle, on va un peu aller à la chasse aux dépenses, ou à l'inverse, ou est-ce que c'est peut-être un mix des deux? On se dit, c'est le moment d'accélérer sur certains processus numériques ou digitaux qu'on avait un peu dans les cartons. Voilà, c'est l'opportunité de les lancer maintenant. Oui, alors c'est un petit peu des deux. On a bien sûr, comme un peu tout le monde, dans un contexte financier très tendu, réfléchi et posé un peu les sujets sur la table pour voir ce qui devait être dépriorisé parce que pas indispensable. Donc, on a une approche depuis qui est peut-être un petit peu plus, enfin, on est un peu plus regardant sur la valeur que nous apportent certains projets. On a été amené à déprioriser un certain nombre de choses. On avait prévu notamment d'expérimenter des solutions pour la gestion de tout ce qui est objet trouvé, parce que c'est un des gros sujets de la relation client, et donc ça a été dépriorisé. Malgré tout, on est quand même sur aussi des gros projets, des engagements forts de la métropole, et donc des projets qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Donc, c'est des investissements sur plusieurs années. Bon, celui auquel tout le monde pense, c'est la deuxième ligne de métro, c'est la nouvelle billettique, c'est des gros projets applicatifs. Donc, ceux-là, on ne les a pas arrêtés. Par contre, très clairement, ils ont pris du retard. Vous l'avez tous constaté. La mise en service de la billettique qui s'est faite la semaine dernière devait être normalement faite début juillet. Et puis le métro qui devait être lancé, la deuxième ligne qui devait être lancée
la semaine prochaine, ou le 21 décembre, je crois, se fera que fin du premier semestre 2021. Donc, des projets forcément qui ont été décalés. Après, effectivement, vous parliez des sujets digitaux. On n'a pas d'un seul coup décidé de se mettre au digital. Il y avait des sujets qui étaient lancés. Par contre, de manière assez évidente, ils sont passés sur le dessus de la pile. Typiquement, une expérimentation, enfin, un sujet qui était plutôt dans une approche d'expé, comme le rechargement de votre titre de transport sur votre carte Corrigo via un smartphone NFC. Ça, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux. Mais début juillet, quand on l'a mis en service, il ne s'agissait plus du tout d'une expé. C'était une solution industrialisée sur laquelle on a beaucoup communiqué. On a refondu un certain nombre de processus de commande des cartes à distance pour que ce soit plus efficace. Et de mémoire, l'été dernier, la commande de cartes a été multipliée par 10 sur Internet. Donc effectivement, un sujet digital qui est clairement passé sur le dessus de la pile. Donc des nouveaux canaux de vente aussi et peut-être même de communication aussi auprès des usagers. Alors, je me suis assez reconnu dans ce qui a été présenté par Caroline tout à l'heure sur la présence sur les réseaux. On a historiquement déjà une présence assez forte sur les différents réseaux sociaux et on a aussi des front office digitaux sur le web, sur notre appli. Donc, on a utilisé cet existant. Par contre, effectivement, comme pour la vente en mobilité qui devient un sujet, le sujet prioritaire du digital, l'information voyageur est aussi quelque chose de super important, effectivement. Alors, c'est vrai que Caroline et Baptiste, dans leurs entretiens, on a pris un peu le temps qui nous explique comment était la feuille de route et comment était la DSI avant l'arrivée de la crise. Là, je suis allé directement dans le vif du sujet de la crise, mais on peut revenir un peu en arrière. Comment vous étiez en mars 2020 ? Je crois que quand on a préparé l'entretien, vous nous aviez mis en avant que le rôle de la DSI avait pas mal changé ces derniers mois ou ces dernières années, et le positionnement de la DSI chez Keolis. Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu en arrière comment vous étiez, on va dire, en février 2020, avant l'arrivée de la pandémie ? Oui, alors la transformation, la DSI a beaucoup augmenté, mais ça ne date pas d'avant la crise. Très clairement, depuis quelques années, on essaie de positionner la DSI, de la faire monter un peu dans la chaîne de valeur, de se rapprocher du métier pour être plus dans la force de proposition, la compréhension du métier et donc la proposition. Donc forcément, ça nécessite un peu plus de temps, un peu plus de moyens. Et donc, effectivement, on a progressivement staffé la DSI avec des profils un peu plus fonctionnels, plus des product owners qui accompagnent les métiers. Et l'illustration la plus forte, elle est sur notre appli mobile qu'on avait lancé donc en 2017-2018. J'allais dire d'une manière un peu naïve avec un chef de projet qui était aussi sur le site internet, qui faisait plein de choses à la fois. Et donc, entre guillemets, en mode exécution de ce que demandaient les métiers. Et petit à petit, on s'est renforcé avec un product owner qui est beaucoup plus dans l'accompagnement du métier, donc l'écoute, mais l'accompagnement. Il benchmark un certain nombre de solutions, il vient faire des propositions, il est constamment dans l'écoute utilisateur aussi, beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est un peu cette transformation qui se fait pas du jour au lendemain, hein, on est toujours dedans. On a un nombre de demandes, je vous l'ai dit tout à l'heure, autour du digital, alors que les autres projets ne sont pas arrêtés pour autant.
qui augmente. Et donc, on est obligé aussi de revoir l'organisation, de la faire évoluer au-delà de cet aspect plus fonctionnel, de la faire évoluer pour avoir aussi un fonctionnement plus horizontal que vertical. On était assez siloté, donc on essaie de casser un petit peu ces murs dans les équipes pour avoir quelque chose de plus agile aussi. Et donc un fonctionnement dans l'agilité, plus avec des petites itérations que de travailler peut-être en mode tunnel des longs mois recroquevillés sur vous, entre guillemets. Est-ce que le fait d'avoir opéré ce changement, ça vous a aidé à faire face à la situation de 2020 ? Ça a été une aide à être plus résilient peut-être ? Alors, on peut pas tout faire. Enfin, c'est difficile de pousser le curseur de l'agilité au maximum. On est quand même sur des projets. On a quand même des gros sujets qui sont des projets industriels. Je vous ai parlé de la ligne B, de la biéthique. Donc, c'est difficile. En plus, on est quand même, pour rappel, le mode de délégation de services publics, c'est que Rennes Métropole porte les investissements et nous, on porte les coûts le récurrent. Donc, ces modèles OPEX, CAPEX, font que, et puis marché public, font qu'on a des fois un peu du mal à être dans les nouvelles solutions, le SaaS, cloud, on a du mal à être très, très réactif. Mais malgré tout, on a toute une partie du digital où effectivement, on essaie d'être plus réactif. J'ai bien aimé tout à l'heure l'illustration de Bernard sur son bateau là, qui doit aller accoster à Clermont-Ferrand. C'est un peu ce qu'on vit au quotidien et c'est vrai que les équipes, elles ont un peu du mal à le vivre. C'est-à-dire que d'une époque où on était sur des gros projets assez industriels, avec des roadmaps, avec une visu à plusieurs mois, voire plusieurs années, on est à des sujets qui changent du jour au lendemain. Ça peut être des décisions politiques. Je vais prendre un exemple. Il y a eu, donc, suite aux élections municipales, il y a une nouvelle équipe d'élus. Et donc, cet été, il a été décidé de changer la gamme tarifaire, d'avoir une gratuité pour les moins de 12 ans. Et il fallait que ça soit opérationnel pour début décembre. Donc, d'un seul coup, changement de direction, impact sur un certain nombre de systèmes applicatifs. Ça, c'est pas forcément, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Donc, effectivement, il faut s'adapter. Donc, vous parlez de product owner plus proche des métiers. Vous parlez aussi des décideurs Rennes Métropole. Et finalement, l'usager final dans tout cela, est-ce que vous êtes un peu en contact avec lui ? Oui, alors c'est aussi une des nouveautés, enfin quelque chose qu'on a introduit ces dernières années, notamment avec le recrutement d'un responsable de la transformation digitale qui a cette fibre expérience utilisateur et puis derrière, en s'appuyant aussi sur des prestataires qui ont aussi cette expérience et cette fibre-là. Et donc, on a mis en place tout un tas de méthodes et d'outils pour être au plus proche du besoin utilisateur. Donc, c'est forcément très vrai sur le digital. Donc, on a mis en place des outils de concertation. Donc, typiquement, on a mis en ligne mi-novembre le site Star 2021 qui présente le futur réseau, donc à l'horizon de la mise en service de la nouvelle ligne. Il y a un outil de concertation qui permet d'animer une communauté, de récupérer des avis et des remarques des utilisateurs. Sur l'appli, notre product owner est allé plusieurs fois sur le terrain à la rencontre d'utilisateurs de l'appli pour leur demander ce qui manquait dans l'appli, pour faire des propositions, des suggestions et voir un petit peu ce que ça donnait. On a eu des tables rondes aussi. Donc, effectivement, on est vachement à l'affût de toutes les remarques qu'on a sur les stores. C'est très difficile de tout prendre en compte, de tout expliquer. Mais effectivement, on essaye de mettre l'utilisateur au cœur des projets.
Pour conclure, en tout cas pour ma partie, avant les questions du public, évidemment, ça serait intéressant de savoir les enjeux 2021, mais il y a quelque chose dont on parlait, Caroline et Baptiste, et juste avoir votre avis. Comment ça s'est passé de votre côté, le passage au télétravail? Est-ce que vous partagez les remarques de Baptiste et Caroline? Est-ce que vous étiez prêts, vous aussi, comme eux, à basculer? Ou est-ce que c'était une nouveauté? Oui, je partage tout ce qui a été dit. Alors, on était prêts. On ne l'avait pas préparé pour autant, mais contexte assez identique à ENAF. Je dirais qu'on n'était pas en avance sur le télétravail. Keolis Rennes, c'est une culture et un métier de terrain. On l'a dit tout à l'heure, 600 à 700 conducteurs, des mainteneurs, eux, ils ne peuvent pas travailler en télétravail. Donc, culturellement, le télétravail, ce n'était pas le sujet jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Malgré tout, il y a un accord qui avait été signé à 2 jours par mois en début d'année. Bon, forcément, le confinement a poussé le curseur complètement à fond. Et on a montré effectivement que ça marchait. On a externalisé des fonctions comme même les agents du centre d'appel ont été externalisés, ont pu travailler de chez eux. En fait, le sujet, au-delà nous, on avait déjà des outils comme Teams qui étaient déployés. Ils n'étaient pas forcément très utilisés. Le sujet, ça a été plus d'acculturer très rapidement, de faire des tutos de formation. Donc ça, c'est ce qu'on a fait rapidement pour expliquer comment on utilisait les outils. C'était plutôt ça, donc un enjeu de formation, d'accompagnement qu'un enjeu technique. Ok. Donc, enjeu similaire à ce que nous disaient Caroline et Baptiste. Et puis, dernière question, celle qu'on a posée aussi à Caroline et Baptiste, c'est un peu connaître la roadmap, les enjeux, les défis pour l'année à venir. Alors, les enjeux, c'est ceux de toute l'entreprise et de Rennes Métropole pour ses ambitions autour de la mobilité. C'est évidemment la ligne B. Donc, réussir le lancement de la ligne B et ce projet, ce n'est pas simplement la mise en service d'une ligne de métro, c'est aussi la refonte totale du réseau STAR. Donc, il y a des impacts forts côté SI aussi. Je vous ai dit, on vient de mettre en service la nouvelle billettique. Ceux qui prennent les transports en commun se sont rendus compte, il y a des nouveaux valideurs, il y a des portillons dans le métro. Même si la mise en service, elle date de la semaine dernière, on a tout un tas de projets qui sont rendus possibles par cette nouvelle solution. On va mettre en service en avril une solution qui permet de valider son transport avec sa carte bleue. Vous validez avec votre carte bleue et à la fin de NFC, à la fin de la journée, eh ben, vous êtes débité du nombre de voyages que vous avez fait. On espère pouvoir valider avec un smartphone qui dématérialise une carte bleue de la même manière. Toujours pousser encore plus loin le curseur de la digitalisation de la vente pour l'accès en mobilité. Donc ça, c'est des enjeux forts de l'entreprise et donc de la DSI. Après, d'un point de vue purement DSI, l'enjeu fort, c'est de poursuivre cette transformation de l'organisation dont on a déjà parlé. Merci Jérôme. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Karine, je ne sais pas si tu as des questions de la part de notre public virtuel. Alors, quelques questions au niveau de vos outils collaboratifs. Vous avez cité Teams. Est-ce que vous utilisez d'autres outils? Et si oui, lesquels, par exemple? On a toute la suite Office 365 maintenant. Très clairement, de très loin, c'est l'outil Teams qui prend le dessus. Après, ça, c'est les outils qui sont utilisés par tous les collaborateurs. Tous. Ça c'était avant la crise sanitaire, on avait déployé des adresses mail à tous les collaborateurs, y compris ceux qui n'en avaient pas, à savoir les conducteurs, les mainteneurs. On a créé il y a 2 ans un intranet
le plus complet possible, qu'on ne cesse d'enrichir pour fournir des outils numériques digitaux à ceux qui n'en avaient pas, donc toujours orientés plus conducteurs, mainteneurs, qui n'avaient pas d'outils en fait digitaux. Donc, ça favorise le partage d'informations, l'accès à des outils se fait maintenant nettement plus facile. Après, de manière plus confidentielle, pour animer des ateliers, on utilise un petit peu du klaxoon quand on a besoin, mais c'est déjà beaucoup plus confidentiel. D'accord. Et autre question par rapport à 2021, quels sont selon vous les grands enjeux pour les dirigeants du numérique sur 2021, si vous deviez en retenir un ou deux? Ouais, je vais répondre en regardant au travers du prisme de ma propre expérience. Moi, un des enjeux sur la technique, enfin, il y en a plusieurs. Bon, on a parlé de la cybersécurité. Je vous laisse imaginer que dans le cadre avec 2 lignes de métro automatique, c'est un sujet. Tout ce qui est cloud aussi, donc on a mis le pied dans tout ce qui est développement Azure et notamment pour des sujets data. Moi, je considère qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de la mobilité autour de la data. Ça se fera dans des solutions plutôt cloud. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un modèle à imaginer dans le cadre des modèles contractuels de délégation de services publics sur l'utilisation du SaaS en général, puisque ça ne rentre pas dans le modèle où l'agglo porte l'investissement et nous, on porte le récurrent. Là, on est sur des sujets où finalement l'investissement devient très, très limité. Par contre, on a les OPEX, les coûts récurrents qui explosent. Donc, ce n'est pas tout à fait cohérent avec le modèle contractuel. Donc, ça, c'est aussi un enjeu technique de 2021 ou peut-être même encore après. D'accord. Et alors, une dernière question très très rapide qui vient d'arriver. Je pense qu'il y a des gens qui sont très intéressés par vos activités, qui demandent si vous allez être amenés à recruter dans les années à venir sur 2021, à faire grandir vos équipes. Ouais, alors en fait, le recrutement, en fait, on est quand même très cadré. Nos moyens sont cadrés par notre contrainte de délégation de service public qu'on a donc signé avec Rennes Métropole. Il a été renégocié en 2017 pour une période qui va de 2018 à 2024, donc avec un certain nombre d'embauches qui étaient prévues à ce contrat. Ces embauches, elles ont été réalisées. Donc, c'est pour ça qu'on va s'appuyer pour des nouveaux besoins, sans doute un peu plus sur la prestation. La prestation, c'est aujourd'hui, je vous ai dit, on a à peu près une dizaine de personnes. Ce n'était pas notre culture. Pour moi, c'est incontournable, mais n'empêche, ce n'était pas notre culture. Donc, on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, on se dise on a un besoin qui est récurrent et qui est pérenne, donc à un moment donné, la prestation coûtera trop cher. Et puis, il faut qu'on garde notre compétence technique ou fonctionnelle. Donc, il y a des recrutements, mais ça sera vrai. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas en ligne de mire. Il faut rester, faut regarder. D'accord, ça marche. Ben, on va conclure là-dessus. Cyril, tu reprends la main? Exactement. Merci beaucoup pour ces 3 interviews et cette animation vraiment intéressante. Comme d'habitude, on aime bien avoir vos retours, vos axes d'amélioration, vos commentaires. Donc, n'hésitez pas sur le klaxon. Donc, avec votre smartphone via Google ou Quant, vous allez sur klaxon.com et vous tapez ce code GDIXCXK, qui n'est pas très simple. Et puis, voilà, en une question, c'est noter et commenter ce webinaire. Peut-être je vous repasse la main et puis je laisse de toute façon le code inscrit. Ça marche. On va pouvoir conclure tout d'abord en remerciant
en remerciant vraiment les 3 participants qui ont accepté de partager leur expérience avec nous ce matin, donc Caroline, Baptiste et Jérôme, en remerciant aussi tous ceux qui nous écoutent, qui sont inscrits et qui ont été là avec nous ce matin. On a été très heureux voilà, de partager ce webinaire avec vous. Ce qu'on peut en retenir, hein, c'est que finalement, par rapport à nos 3 intervenants qui travaillent chacun dans des secteurs d'activité très différents, et ben, on voit que finalement, ils se rejoignent quand même sur pas mal de points. Un premier point à noter, c'est que pour les gens qui ont déjà les infrastructures en place, le passage au télétravail forcé finalement a eu du bon, dans le sens où ça a permis de démontrer que ça fonctionnait, même si bien sûr il y a des écueils et qu'il faut faire effectivement attention à l'animation de l'humain. Et puis le deuxième point important, je pense à noter, c'est que finalement on s'aperçoit, comme le disent d'ailleurs pas mal d'analystes, hein, au niveau international, c'est que tout ce qui a été mis en place dans les entreprises par les directions du numérique en termes de transformation avant 2020, ça a été des leviers extrêmement importants en 2020 pendant la crise pour maintenir les activités, voire accélérer certains sujets. Donc, on ne va pas aller jusqu'à dire que la crise a été un mal pour un bien, mais en tout cas, comme le montrent enfin certains analystes, on a retenu quelques chiffres très rapidement. On a aujourd'hui au niveau mondial 69% des dirigeants qui souhaitent augmenter leurs initiatives commerciales numériques en 2021. Donc, c'est quand même plus des 2/3. Et 83% des dirigeants européens qui pensent que la demande d'interaction numérique va continuer à augmenter en 2021. Donc, on voit vraiment que 2020 a été l'année finalement où les directeurs du numérique ont été reconnus pour la valeur de leur transformation numérique et leur capacité à aider l'entreprise à se transformer et à passer les crises. Et 2021 sera l'année où les meilleurs décideurs du numérique seront au cœur de l'entreprise pour accélérer les leviers business. Donc, ça nous procure en tout cas une belle année à venir. Et j'espère qu'on va se retrouver rapidement début 2021 pour pouvoir en reparler. Peut-être que tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire avec nos intervenants ce matin, on va essayer peut-être sous un autre format, peut-être écrit sur le site d'ADN, de faire quelque chose pour que vous puissiez retrouvé les informations et en avoir encore plus peut-être pour le début de l'année. Donc, n'hésitez pas à consulter le site d'ADN Ouest.